Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque du 17 décembre qui conclut l'enseignement que j'ai donné cet automne sur les questions d'éducation. Je vous fais une petite introduction et je vous présenterai ensuite rapidement le menu qui sera un peu modifié parce que notre collègue Agnès Van Zanten est clouée par un lumbago. Donc, elle m'a prié de l'excuser auprès de vous. Elle ne pourra pas être là. J'en redirai un mot. J'ai conclu mon cours sur l'éducation le 13 décembre en citant 3 auteurs connus, ou 2 d'entre eux en tout cas très connus, et le 3e très connu, mais aux États-Unis peut-être plus qu'ailleurs, John Maynard Keynes, Hannah Arendt et James Fishkin. Keynes affirme dans ses essais de persuasion, qui sont parus en 1933, que le problème politique de l'humanité est de devoir concilier 3 choses: une meilleure efficacité économique, la justice sociale et la liberté individuelle. Comment le propos de Keynes peut-il concerner l'éducation ? Hannah Arendt, à qui on doit vraisemblablement avoir forgé la notion de méritocratie, a, elle, souligné que l'éducation, c'est une sorte de prolongement, est à la fois privée, sociale et politique. L'éducation scolaire a une dimension politique, au sens large du terme, parce qu'elle prépare les enfants et les adolescents à remplir leurs futurs devoirs de citoyens. Mais l'école est aussi un espace social où les enfants développent leurs liens les plus intenses. Ces liens les forment en tant que personnes et les unissent dans des groupes. Enfin, l'éducation est privée dans la mesure où l'éducation est un prolongement de la responsabilité qu'ont les parents d'élever leurs enfants et d'assurer leur croissance en les protégeant temporairement du monde. Et Dieu sait s'il y a à faire. D'où 3 types de biens dont la conjonction est problématique. Les biens privés, le désir de promouvoir l'épanouissement de soi-même, de ses amis et de sa famille. Les biens sociaux, le désir d'être entouré de personnes que l'on aime et que l'on apprécie. Et les biens politiques, l'obligation d'assurer l'égalité des chances aux membres de la communauté politique. Comme l'ont rappelé beaucoup d'auteurs, notamment en philosophie politique, il n'existe pas de formule simple pour nous permettre de pondérer ces priorités lorsqu'elles entrent en conflit. James Fishkin, le 3e de mes auteurs, introduit tout juste, dans un ouvrage que je vous recommande qui s'intitule « Justice, Equal Opportunity and the Family », qui date de 1984, voit dans cette situation ce qu'il appelle un trilemme. Il est impossible d'atteindre simultanément les 3 objectifs suivants: la défense du principe de mérite, c'est-à-dire celui de l'efficacité procéduralement équitable qui doit assurer la production et l'évaluation des compétences et des qualifications, qui organise la formation initiale, la scolarité, et qui donne accès aux emplois et aux positions dans le monde du travail et dans les organisations. Par qualification, il faut entendre les critères indicateurs de compétence ou de motivation pour bien accomplir ces tâches, qu'il s'agisse de notes, d'examens, de tests d'admission ou de concours d'entrée dans des établissements d'enseignement supérieur, d'examens de la fonction publique, de l'évaluation des salariés ou de l'évaluation des publications pour les décisions de titularisation ou d'admission dans des revues. Nous sommes tous familiers de cette culture de la méritocratie. Deuxièmement, l'égalité des chances dans la vie veut dire que nous ne devrions pas être en mesure de prédire la place éventuelle qu'on occupera et qu'occuperont des nouveau-nés dans la société, alors que nous connaissons certaines caractéristiques qui sont obtenues par l'arbitraire de leur naissance. Ils et elles sont nés dans telle ou telle famille, de tel ou tel milieu social, dans tel ou tel pays, à telle ou telle époque. Ça fait beaucoup de variables d'arbitraire, si on veut. Ce principe d'égalité des chances dans la vie est largement contredit dans notre propre société. Si nous connaissons le revenu ou l'éducation de la mère et du père, nous pouvons faire de bonnes prédictions statistiques. Ce ne sont que des prédictions statistiques, ce ne sont pas des déterminants balistiques sur la trajectoire d'une cohorte de nouveau-nés.
Troisièmement, la liberté des familles, et dans la famille, c'est la liberté pour les parents de procurer à leurs enfants autant de ressources éducatives et matérielles qu'ils le désirent, ce qui permet aux familles éduquées d'avantager leurs enfants dans la compétition pour le plein développement individuel, de sorte que statistiquement, de fait, ces enfants peuvent avoir de meilleures chances dans la vie. Ce trilemme, ou si vous voulez parler plus simplement, ce casse-tête, est connu depuis en fait l'origine de la science sociale. Au début du XXe siècle, Durkheim comme Max Weber avaient insisté sur le pouvoir émancipateur de l'éducation, mais aussi sur le risque de voir l'éducation devenir le nouveau vecteur principal des inégalités, celles qui agissent très tôt dans les trajectoires individuelles, bien avant que, ces auteurs ont parlé, bien avant que des imprécations critiques soient lancées contre la méritocratie au milieu des années 1950, puis plus récemment dans les 2 premières décennies de notre siècle. Selon Max Weber, le diplôme est devenu le moyen légitime par excellence de l'accès aux positions sociales et professionnelles qui exigent un savoir certifiable. La compétition sociale s'est donc déplacée vers l'accès aux formations diplômantes, évidemment d'inégal niveau. Il y a des formations plus ou moins longues qui exigent des spécialisations plus ou moins sélectives dans des disciplines plus ou moins valorisées sur le marché du travail, et j'ai souvent dit qu'aujourd'hui la numératie avait une valeur supérieure à la littératie, et ces formations sont d'inégale valeur à nombre d'années de formation spécialisée données. Et ceux qui sont gagnants dans cette compétition savent aussi transmettre à leurs enfants les moyens éducatifs et matériels de gagner. D'où une demande croissante de titres scolaires et de titres de meilleure qualité quand tout le monde doit en obtenir pour espérer accéder aux bons ou aux meilleurs emplois dans une société, quelle que soit la définition que vous vouliez donner aux bons emplois. Je n'entre pas dans les discussions sur le sens du travail et sur les différentes valeurs attachées au travail. Et donc, notamment quand l'offre d'éducation s'étend à toutes les couches de la société. Ceux qui ont suivi mon cours connaissent ce diagramme et ce graphique qui retrace, c'est un graphique tiré de travaux de l'INSEE, qui retrace sur 30 ans ou presque, 36 ans, de 82 à 2018, l'évolution du taux de diplôme dans les différents niveaux de diplôme dans la société française. Et vous voyez que les diplômes inférieurs sont peu à peu écrasés par les diplômes supérieurs. C'est une illustration assez simple et visuellement très parlante de cette demande croissante de titres scolaires qui s'est opérée à la faveur de l'expansion de l'éducation. Cet investissement dans l'éducation et dans la certification des connaissances par des diplômes devient alors une condition nécessaire, mais aussi une nécessité défensive, comme l'a observé l'économiste Lester Thurow, dont j'aime rappeler le propos au milieu des années 70, quand des travaux de sociologie et d'économie se sont multipliés pour rechercher si l'expansion de l'éducation débouchait effectivement sur plus de mobilité sociale et donc sur moins d'inégalité des chances. Lester Thurow indique, j'ai noté la citation sur la droite, ou partiellement, du point de vue de la concurrence pour l'emploi, l'éducation peut devenir une nécessité défensive à mesure que l'offre de main-d'œuvre éduquée augmente. Les individus constatent qu'ils doivent améliorer leur niveau d'éducation simplement pour défendre leur position actuelle en termes de revenus. S'ils ne le font pas, d'autres le feront et leur emploi actuel ne leur sera plus accessible. L'éducation devient un bon investissement, non pas parce qu'elle augmente les revenus des individus au-dessus de ce qu'ils auraient été si personne n'avait augmenté son niveau d'éducation, mais plutôt parce qu'elle augmente leurs revenus au-dessus de ce qu'ils seront si d'autres acquièrent une éducation et pas eux. En effet, l'éducation devient une dépense défensive nécessaire pour protéger, entre guillemets, sa part de marché. Plus la classe des travailleurs éduqués est importante, et plus elle se développe rapidement et plus ces dépenses défensives deviennent impératives. Des recherches en sociologie de l'éducation, comme celle de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron au milieu des années 60, entendaient démontrer que l'école
est l'instrument de la légitimation des inégalités et de la reproduction de la structure sociale, autrement dit, le vecteur de légitimation de l'immobilité sociale. C'est une terrible fonction qui est imputée à l'école. Dans la même période, un autre sociologue français très connu, Raymond Boudon, se posait plutôt la question du décalage entre l'expansion des systèmes éducatifs et le profil et le niveau de la croissance économique. Ça, c'est un terrible paradoxe. La quantité et la qualité des emplois risquent d'augmenter moins vite que le nombre de diplômés, d'où le caractère précisément défensif de l'investissement éducatif individuel. L'augmentation de la demande d'éducation se déplace alors progressivement vers, évidemment, l'enseignement supérieur, mais va aussi de pair avec une différenciation croissante des rendements de l'enseignement supérieur selon le domaine d'études. J'ai déjà indiqué que la numératie a plus de valeur aujourd'hui que la littératie, et cette augmentation de la demande provoque une forte stratification des filières de formation supérieure. Avec le recul et avec des données plus abondantes, avec un appareillage statistique plus développé et avec des outils de modélisation plus efficaces, nous savons aujourd'hui, grâce à des travaux comme ceux de Richard Breen ou ceux de mon collègue français Louis-André Vallée, que la relation n'a pas été invariablement paradoxale entre l'expansion de l'éducation et ses effets sur la mobilité sociale. Une relation positive a existé dans la période de forte croissance française, la fameuse période des Trente Glorieuses, avant qu'une inflexion intervienne pour les générations ultérieures et que le rendement des études en termes de mobilité sociale ascendante diminue, ce rendement diminue ou stagne à mesure que le taux de croissance de l'économie a décliné. Je vous laisse méditer sur la leçon à tirer pour la situation actuelle en France et en Europe, et sur la divergence croissante entre les économies européennes et les économies comme celles des États-Unis ou de la Chine, où la main-d'œuvre est aussi de plus en plus éduquée. En simplifiant utilement, je dirais donc que 4 sujets essentiels ont été inscrits très tôt dans l'agenda de la sociologie de l'éducation et y sont demeurés. Premièrement, l'impératif politique et social de l'égalité des chances d'accès à l'enseignement, primaire, secondaire et supérieur. Deuxièmement, les chances inégales de réussite dans l'éducation, quand celles-ci sont une production conjointe des systèmes scolaires et des familles. Troisièmement, la fonction essentielle de l'éducation dans la modernisation et la croissance économique des sociétés. Et quatrièmement, l'éducation comme investissement au rendement incertain dès lors que le nombre de diplômés augmente plus vite que le nombre d'emplois correspondants et que la compétition pour ces emplois pousse à investir sans cesse davantage dans des formations diplômantes plus longues et plus sélectives. J'ai montré dans mon cours que les carrières scolaires nominales des élèves étaient devenues linéaires, avec la quasi-suppression des redoublements et l'élévation constante du taux de diplomation au brevet et au bac en France, et que la valeur nominale des diplômes décernés en nombre croissant était assortie progressivement aussi d'un taux continuellement croissant de mentions distinguant les mérites des élèves. Dans le même temps, les évaluations nationales en lecture, écriture, maîtrise de la langue et en mathématiques ont, depuis maintenant près d'un demi-siècle, mis en évidence une baisse tendancielle du niveau scolaire moyen des élèves, puis une érosion du niveau des meilleurs élèves. Les enquêtes internationales se sont accumulées depuis 2 décennies pour situer cette évolution française dans le contexte international ou mondial des performances éducatives des systèmes nationaux. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour la France, et encore récemment, et n'ont pas exactement provoqué le choc qu'on a observé dans d'autres pays. Le Portugal, la Pologne, l'Estonie, l'Allemagne, l'Angleterre, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. La divergence entre les carrières scolaires nominales et la maîtrise effective des compétences détenues par les élèves fait régulièrement l'objet de 2 appréciations. Premièrement, celle d'une perte d'efficacité du système éducatif
qui a certes su élever le niveau d'accès à l'éducation, mais qui n'a pas réussi à traiter, du moins avec efficacité et avec des solutions appropriées, l'hétérogénéité socio-scolaire croissante de la population scolaire. Deuxièmement, l'appréciation de la performance médiocre dans la réalisation de l'objectif sociopolitique de la réduction de l'inégalité des chances, non pas telle qu'elle est mesurée en termes d'accès et de carrière nominale, mais en termes de compétences réellement détenues. Dans le même temps, pourtant, l'éducation et les vagues successives de son expansion ont agi aussi sur l'autre partenaire de la production éducative, les familles, leur configuration, leur implication, leurs exigences. Je rappelle toujours, et une fois de plus, que le temps éveillé d'un enfant entre l'âge de 5 ans et de 18 ans n'est occupé qu'à environ 15% par le temps effectif de scolarisation obligatoire à l'école, puis au collège et au lycée. Et donc, combien pèsent dans l'éducation totale de ces enfants et adolescents les 6 autres septièmes du temps temps géré par les familles et par les adolescents eux-mêmes dans leur relation avec leur père. S'agissant de l'investissement éducatif des familles et de son intensification, la presse aime titrer « L'école, un job à plein temps », 3 petits points, pour les parents. C'était le titre d'un épisode de la série d'été du Monde en juillet 2023 qui s'intitulait « Parents, quel métier ?» Point d'exclamation. Le sous-titre de cet épisode était « Aux États-Unis, toute la cellule familiale est mobilisée afin que les enfants réussissent à l'école et dans leurs activités annexes jusqu'au loisir. » Souvent moqueuse, je cite encore, la France n'en est pourtant pas loin. L'article du Monde rappelle opportunément les arguments théoriques de James Heckman qui souligne le rendement élevé des investissements éducatifs très précoces et préscolaires. Que disent James Heckman et ici son co-auteur Flavio Cunha, et j'ai reproduit ici la citation de son travail. Les agents, les individus, possèdent ce qu'il appelle un vecteur de capacités qui vont de capacités cognitives pures aux capacités non cognitives, ce qu'on appelle maintenant les soft skills, mais qui sont plutôt hard que soft, comme la patience, la maîtrise de soi, le tempérament, l'aversion au risque, la préférence pour la gratification immédiate ou différée, une grande affaire, et qui sont utilisés avec des poids différents dans différentes tâches sur le marché du travail et dans la vie sociale plus généralement. Deuxièmement, les écarts de capacité entre les individus et entre les groupes socio-économiques se creusent à un âge précoce, tant pour les compétences cognitives que pour les compétences non cognitives, en raison d'une technologie à plusieurs étages qui repose sur la complémentarité dynamique et l'autoproductivité des facteurs qui ont des effets multiplicateurs. Autrement dit, les compétences engendrent des compétences et les capacités engendrent des capacités. Les compétences se renforcent d'elles-mêmes et se fertilisent mutuellement. Troisièmement, l'interaction entre la dotation en aptitudes développables et l'éducation dans le processus de production des capacités et des comportements. Cette interaction est complexe et les modèles qui permettent d'analyser cette interaction ne sont pas de simples modèles additifs linéaires. L'une des leçons à tirer de ce modèle, qui est très fameux maintenant, réside dans la distinction entre les compétences que l'éducation permet d'acquérir et cette compétence plus profondément décisive qu'est la compétence d'apprendre ou l'aptitude d'apprendre à apprendre. Car cette compétence de niveau 2 accroît la productivité de l'effort éducatif des élèves et des adultes aussi bien. Et cette compétence de niveau 2 s'acquiert en fait très tôt dans la vie, avant la scolarisation. Comme l'écrivent encore Cunha et James Heckman, c'est la deuxième partie de la citation, les compétences acquises à un stade précoce du cycle de vie augmentent les compétences acquises à des stades ultérieurs du cycle de vie. C'est la phase, ou c'est l'élément d'autoproductivité. Les investissements précoces facilitent la productivité des investissements ultérieurs.
c'est l'élément de complémentarité. Les investissements précoces ne sont pas productifs s'ils ne sont pas suivis d'investissements ultérieurs. C'est un autre aspect de la complémentarité. Les retours sur investissement au début du cycle de vie sont élevés. Il est difficile et très coûteux de remédier à des investissements précoces inadéquats ou insuffisants en raison de l'action de ces deux mécanismes de l'autoproduction et de la complémentarité. Les arguments contenus dans de tels modèles prennent une résonance particulière dans un contexte où l'expansion de l'éducation a considérablement transformé aussi la structure et l'action des familles. Je vais vous citer quelques transformations essentielles. La conjugalité ou la mise en couple est corrélée positivement avec le niveau de diplôme des conjoints. La stabilité des unions maritales ou conjugales est elle-même corrélée positivement avec le niveau de diplôme des conjoints. Les couples très diplômés divorcent moins que les autres. Cette évolution participe aussi de l'importance prise par ce qu'on appelle l'homogamie éducative. Les individus s'unissent plus souvent avec des conjoints qui leur ressemblent. Une recherche récente sur données françaises a montré qu'à origine sociale et géographique, statut d'emploi, nationalité, âge et catégorie d'emploi donnée, les individus en couple qui partagent le même niveau de diplôme que leurs conjoints ont 1,8 fois plus de chances d'être en situation d'homogamie sociale. Au-delà de cet effet moyen, l'homogamie de diplôme est particulièrement forte pour les individus homogames détenant des emplois de niveau supérieur. Et comme les femmes sont désormais plus nombreuses à être plus diplômées que les hommes, l'évolution qui a pour centre cette homogamie fait apparaître sur ses bords, quand il y a déséquilibre entre les conjoints, non plus l'hypergamie féminine comme autrefois, c'est-à-dire qu'elles étaient moins diplômées que leurs conjoints, mais leur hypogamie. Elles sont plus diplômées dans les cas où il y a déséquilibre. De nombreuses enquêtes ont aussi établi que le temps passé par les mères d'abord et par les pères aussi, et de plus en plus, dans des couples qui partagent davantage les tâches, le temps passé à s'occuper de l'éducation de leurs enfants augmente avec le niveau de leur diplôme. Les familles plus diplômées prennent de plus en plus de soins à transmettre plus de capital éducatif à leurs enfants. Je parle de capital éducatif, mais il faut aussi parler du capital social des familles. Par cette notion, les sociologues américains et autres font souvent référence à la cohésion sociale des familles et des familles élargies et aux caractéristiques du réseau social des familles, les amis, etc. Un aspect important du capital social d'une famille est sa structure familiale, à savoir la présence ou non de deux parents pendant la croissance de l'enfant. Les recherches montrent de manière très convergente que les résultats scolaires des enfants élevés dans des familles biparentales sont sensiblement plus élevés que ceux des enfants élevés dans des familles monoparentales. Il y a des travaux extrêmement précis là-dessus d'une sociologue qui est hélas disparue, Sarah McLanahan, qu'il faut lire. Or, en France, comme ailleurs, la monoparentalité a spectaculairement augmenté. En 1975, seuls quelques 8% des familles, 1 sur 12 ou un peu plus, étaient monoparentales. Au début des années 2020, c'est plus de 1 sur 4, près d'1 sur 4, 23%. Aujourd'hui, 1/5 des enfants mineurs vit dans une famille monoparentale. Et nous savons que la monoparentalité durable concerne plus souvent des femmes peu diplômées et qui occupent des emplois de médiocre qualité. Nous voyons donc des parents de plus en plus diplômés, des couples plus homogames dans une partie de la société, puisque le niveau d'éducation agit sur la structure des appariements conjugaux, mais nous voyons aussi des structures familiales plus polarisées. Ensemble, ces traits agissent de manière contradictoire sur les chances de réussite éducative. D'un côté, l'hétérogénéité de la population scolaire augmente,
sous l'action de facteurs dont l'école n'est pas responsable. La baisse de la performance du système éducatif et, de fait, de connaissances communes, comme on dit, c'est-à-dire chacun le sait maintenant, puisque l'information sur cette baisse est omniprésente dans les médias. De l'autre côté, les familles, à travers leur action éducative, sont traditionnellement responsables, comme je viens de le montrer, d'écarts importants de compétences avant même l'entrée des enfants dans le système scolaire. C'est un des arguments de James Heckman. Mais désormais, les familles peuvent actionner des leviers de plus en plus nombreux et divers d'investissement dans la réussite éducative de leurs enfants avant et tout au long de la scolarisation de ceux-ci. Dans la production conjointe d'éducation entre l'école et les familles, l'équilibre dans la recherche d'efficacité se modifie. Les familles qui se soucient d'efficacité d'abord et pas autant ou directement d'équité sont en position d'investir davantage, mais évidemment à proportion de leurs ressources qui sont inégalement distribuées. Deuxièmement, le système éducatif lui-même, l'appareil institutionnel, se soucie majoritairement d'abord d'équité et place l'objectif d'efficacité au second rang, à la fois parce que l'objectif d'équité correspond à une gestion politique directement en phase avec la trajectoire de massification de l'offre scolaire, et parce que la recherche d'efficacité suppose des transformations dans l'organisation de la production scolaire qui sont sans doute trop radicales pour faire consensus, partout où la culture de l'expérimentation décentralisée n'est pas implantée. Autrement dit, les parents qui le peuvent cherchent toujours plus d'efficacité, quand la production publique d'éducation cherche toujours plus d'équité. L'un provoque l'autre. La causalité est réciproque. Que la parentalité soit à la fois plus polarisée, mais qu'elle soit devenue aussi une entreprise beaucoup plus systématiquement soucieuse d'efficacité, est un effet inattendu de l'expansion scolaire. À bien des égards, les parents qui ont été bénéficiaires pour eux-mêmes de cette expansion du système éducatif et universitaire et qui en ont donc obtenu des diplômes plus élevés que leurs aînés, ont désormais un niveau d'exigence à l'égard de la formation de leurs enfants et un niveau d'investissement dans l'éducation de leurs enfants qui peut chercher à s'approcher de l'exigence et de la compétence de ces insiders que sont les parents enseignants quand il s'agit de transmettre à leurs enfants leurs connaissances, leurs aptitudes, leur disposition à apprendre sans cesse en classe et hors de la classe. Vous avez vu se multiplier des articles de journaux ou des livres sur le thème « Le secret des parents enseignants » ou des enseignants comme parents. Ce colloque permettra d'explorer différentes dimensions de ces transformations. Il sera question de la valeur exacte de la scolarisation en école privée, des relations entre les écoles et les familles via le recours aux technologies digitales, du développement du marché des services de soutien scolaire tels que le coaching, de l'activation des mécanismes métacognitifs d'apprentissage que nous avons entrevus, de la place occupée par les loisirs culturels des enfants dans les stratégies éducatives des familles, et du cas de la réussite éducative chinoise, mais vue cette fois depuis les trajectoires de migration vers la France, qui en conservent ou non l'empreinte. J'ai mentionné un changement de dernière minute qui est intervenu et qui modifie le programme du colloque. Agnès Van Zanten, qui avait depuis longtemps donné son accord pour participer, a dû renoncer à nous rejoindre en raison d'un problème de santé qui est heureusement sans gravité excessive, du moins je l'espère, mais qui l'a fait souffrir temporairement. Elle m'a prié d'excuser cette défection bien involontaire. Faute de l'entendre, je vous recommande de lire les nombreux livres qu'elle a consacrés à l'éducation et dont l'importance et l'originalité font d'elle une figure majeure de la sociologie contemporaine de l'éducation. Mais nous avons ici d'autres figures de la sociologie de l'éducation que nous allons entendre tout au long de cette journée et je vais leur céder la parole. Je vais inviter maintenant Léonard Moulin à venir me rejoindre et le colloque va commencer. Merci.